Est-ce que j'ai déjà téléchargé le schéma narratif du rêve? Parmi nos files, nos dossiers, vous trouvez le schéma narratif du rêve. Vous l'avez vu? Donc, c'est déjà téléchargé. Et j'ai donné comme un devoir avec le corrigé tout de suite. Vous allez parler des 5 étapes du schéma narratif. Vous n'avez qu'à le recopier et à l'étudier. Maintenant, donc ça c'est déjà terminé. Je vais le fermer. Nous allons écouter nous allons visionner une vidéo. Comment mesure-t-on le chômage? Je vais vous donner des questions. Je vais les télécharger comme un petit test. C'est à vous de répondre après. Ça, c'est un devoir noté. Écoutez, vous avez droit à 3 écoutes. Comment mesure-t-on le chômage? En France, 2 institutions mesurent le chômage, l'INSEE et Pôle emploi. L'INSEE réalise une enquête trimestrielle auprès de 108 000 personnes de 15 ans ou plus, réparties dans 58 000 ménages. Pour mesurer le chômage, l'INSEE applique les critères du BIT, Bureau international du travail. Ces critères sont communs à tous les pays et permettent ainsi d'effectuer des comparaisons internationales. Est considéré comme chômeur quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout durant la semaine de référence, est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, a cherché activement un emploi dans le mois précédent. D'après les résultats de l'enquête du 2e trimestre de 2017, environ 40 millions de personnes sont en âge de travailler. Elles ont entre 15 et 64 ans. Parmi elles, 29 millions ont travaillé au minimum 1 heure au cours d'une semaine de référence ou sont au chômage. Elles constituent la population active. En France métropolitaine, 2,65 millions de personnes sont considérées comme chômeuses au sens de l'INSEE, soit 9,2% de la population active. Cependant, ce chiffre ne comprend pas les personnes en temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus d'heures, 1,61 million de personnes. On parle de sous-emploi. De plus, 1,48 million de personnes souhaitant travailler sont considérées comme inactives car elles ne répondent pas aux critères de disponibilité ou de recherche active d'emploi. On parle du halo du chômage. La deuxième source de mesure du chômage est Pôle emploi, qui publie le nombre de demandeurs d'emploi inscrits chaque fin de mois. Pôle emploi distingue 3 catégories principales de demandeurs d'emploi. La catégorie A, la plus proche des critères du BIT, correspond aux personnes sans emploi durant le mois de référence et qui doivent montrer qu'elles recherchent activement un emploi. Cependant, le critère de disponibilité sous les 15 jours n'apparaît pas. La catégorie B correspond aux personnes en temps partiel qui ont travaillé moins de 78 heures le mois de référence et recherchent activement un emploi. La catégorie C correspond aux personnes en temps partiel qui ont travaillé plus de 78 heures le mois de référence et recherchent activement un emploi. En juillet 2017, 3,52 millions de personnes étaient classées en catégorie A, 748 000 en catégorie B et 1,36 million en catégorie C. Si l'on additionne ces 3 catégories, on dénombre 5,62 millions de demandeurs d'emploi. L'INSEE et Pôle emploi mesurent donc le chômage à partir de catégories différentes. Un chômeur au sens du BIT ne l'est pas forcément pour Pôle emploi, et vice-versa. Les médias comparent généralement le nombre de chômeurs au sens du BIT avec le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Et depuis 2012, les écarts semblent se creuser. Pourtant, si l'on additionne les chômeurs, les personnes en sous-emploi et celles dans le halo du chômage côté INSEE, on retrouve un chiffre assez similaire à la somme des 3 catégories principales de Pôle emploi. Maintenant, deuxième écoute, vous pouvez prendre de notes.
Je vous rappelle, attendez, qu'on peut ouvrir. Je fais ceci pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez prendre de notes, celles qui sont avec moi. J'aurai les questions après. Vous allez les envoyer après. Mais maintenant, essayez de prendre de notes. We live in strange times. Comment mesure-t-on le chômage? En France, deux institutions mesurent le chômage, l'INSEE et Pôle emploi. L'INSEE réalise une enquête trimestrielle auprès de 108 000 personnes de 15 ans ou plus, réparties dans 58 000 ménages. Pour mesurer le chômage, l'INSEE applique les critères du BIT, Bureau international du travail. Ces critères sont communs à tous les pays et permettent ainsi d'effectuer des comparaisons internationales. Est considéré comme chômeur quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout durant la semaine de référence, est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, a cherché activement un emploi dans le mois précédent. D'après les résultats de l'enquête du deuxième trimestre 2017, environ 40 millions de personnes sont en âge de travailler. Elles ont entre 15 et 64 ans. Parmi elles, 29 millions ont travaillé au minimum 1 heure au cours d'une semaine de référence ou sont au chômage. Elles constituent la population active. En France métropolitaine, 2,65 millions de personnes sont considérées comme chômeuses au sens de l'INSEE, soit 9,2% de la population active. Cependant, ce chiffre ne comprend pas les personnes en temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus d'heures, 1,61 million de personnes. On parle de sous-emploi. De plus, 1,48 million de personnes souhaitant travailler sont considérées comme inactives car elles ne répondent pas aux critères de disponibilité ou de recherche active d'emploi. On parle du halo du chômage. La deuxième source de mesure du chômage est Pôle emploi, qui publie le nombre de demandeurs d'emploi inscrits chaque fin de mois. Pôle emploi distingue 3 catégories principales de demandeurs d'emploi. La catégorie A, la plus proche des critères du BIT, correspond aux personnes sans emploi durant le mois de référence et qui doivent montrer qu'elles recherchent activement un emploi. Cependant, le critère de disponibilité sous les 15 jours n'apparaît pas. La catégorie B correspond aux personnes en temps partiel qui ont travaillé moins de 78 heures le mois de référence et recherchent activement un emploi. La catégorie C correspond aux personnes en temps partiel qui ont travaillé plus de 78 heures le mois de référence et recherchent activement un emploi. En juillet 2017, 3,52 millions de personnes étaient classées en catégorie A, 748 000 en catégorie B et 1,36 million en catégorie C. Si l'on additionne ces 3 catégories, on dénombre 5,62 millions de demandeurs d'emploi. L'INSEE et Pôle emploi mesurent donc le chômage à partir de catégories différentes. Un chômeur au sens du BIT ne l'est pas forcément pour Pôle emploi, et vice-versa. Les médias comparent généralement le nombre de chômeurs au sens du BIT avec le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Et depuis 2012, les écarts semblent se creuser. Pourtant, si l'on additionne les chômeurs, les personnes en sous-emploi et celles dans le halo du chômage côté INSEE, on retrouve un chiffre assez similaire à la somme des 3 catégories principales de Pôle emploi. Donc, je vais vous donner le lien. Oui. Ça, c'est le test. Je
je vais ajouter 9, une question ouverte en 5 lignes. Vous allez me citer une cause, sujet, question ouverte. Citer dans un paragraphe de 5 lignes une cause du chômage. Donner un exemple, puis trouver une solution. Parler de ces effets aussi en citant un exemple. Non. Là, ça c'est comme un sujet. Un petit sujet de 5 lignes. Noter étudiant. Si je vais le télécharger. Je vais ajouter OK. Je ne vais pas faire download. Je vais créer un nouveau folder. Devoir noter. Pour mars. C'est le mois de mars. Donc, vous avez deux devoirs maintenant. J'ai donné un devoir, le schéma narratif de Zola, et ça, c'est un test pour un CO oral. Ça y est, j'ai donné le lien. Vous écoutez 3 fois l'enregistrement chez vous et vous essayez de répondre aux questions. À la fin, j'ai donné un paragraphe argumentatif. Vous allez donner une cause du chômage, ses effets avec un exemple et comment on peut trouver une solution pour résoudre le problème que vous avez déjà parlé, dont vous avez déjà parlé. Ça y est? Je vous laisse le lien. Dans notre discussion.
schéma narratif, c'est disponible sur YouTube. Je ne veux pas. Ça y est. Voici conteste. OK. J'ai donné des PE à étudier aussi. On a vu le chômage. Attendez, je vais ouvrir. Donc, pas de souci. Je vais écrire livre. OK. Dans notre livre, on a vu déjà le thème 1, c'était l'entreprise, n'est-ce pas? Avec thème 2, carrière et emploi. Bientôt, on va commencer le couple avec un texte, le besoin de l'autre, le bonheur du bonheur d'Elsa. On a vu l'entreprise. J'ai donné des sessions selon l'entreprise car nous sommes censés de travailler des types argumentatifs. On a fait aussi le thème 2. Carrière et emploi. Nous avons vu droit et devoir du travail, n'est-ce pas? Et le chômage, fléau social. J'ai donné aujourd'hui une compréhension orale concernant le chômage. On a vu le travail de l'individu avec les expressions écrites, expliquer cette formule de Camille Julien, le métier pour chacun de nous, l'importance du travail. Lettre, c'est pas, on a annulé, pendant l'allègement, on a annulé les CV et les lettres. On a vu ce texte, le chômage, un mal français, vous vous souvenez, page 46. Expression écrite, démontrée en donnant des exemples tirés du vécu et de films. Cette affirmation de Jean Julien, le chômage est regardé non seulement comme un malheur, mais comme une honte, comme si le chômeur était exclu de la condition humaine. J'ai donné un sujet concernant le chômeur, le chômage, le chômeur, et ce qu'il ressent. Donc, nous allons préparer maintenant au thème du couple. Regardez ces images. Chez vous, si vous avez vos livres, ouvrez-les à la page 66. Et lisez silencieusement la page 67. Je vous donne 2 minutes. Je vais arrêter le partage d'écran pour 1 minute.
Donc, on va commencer le thème 3, le couple. Rapport et complémentarité, le besoin de l'autre. Nous allons étudier rapidement l'amour et ensuite, nous allons parler du rapport conflictuel. C'est notre leçon, n'est-ce pas, qui se trouve à la page 67. Donc, notre couple était une défaite. Nous avions eu à mener un combat ensemble et nous l'avions perdu, même si en apparence, cela ne se voyait pas. Donc, c'est un couple, une femme et un homme divorcés qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas laissé les autres, qui n'ont pas donné la chance aux autres de voir comment ils se sont perdus. Nos enfants étaient une source d'intérêt. Donc, ils ont des enfants et d'amour suffisamment abondante pour que pendant les quelques jours où nous étions réunis, nous avons l'air d'un couple heureux. Quand ils se réunissent ensemble avec leurs enfants, ils ont l'air d'un couple heureux. Mais avoir l'air, c'est-à-dire en apparence, mais en réalité, ils ont de vrais problèmes. Mais ils ne laissent pas les autres voir ceci. J'avais très peur du divorce. Donc, nous allons étudier les rapports conflictuels. يعني نحن بالشهادة حيجينا الأمور couple المشاكل اللي بدها تصادفهم. Ce sont les rapports conflictuels, comme parlant du divorce. Donc, tout de suite, vous saurez qu'on est responsable comme PE. شو حيجينا PE بالشهادات إذا إجينا le couple. Nous allons parler du divorce, des causes, des conséquences et des solutions. Qu'est-ce qui cause le divorce? Qu'est-ce qui cause les conflits Qu'est-ce qui dérange la vie du couple? Bien sûr, c'est le divorce, lorsqu'ils se trouvent séparés. Il me semblait que le divorce nous aurait séparés d'une façon dramatique. Donc, le divorce est synonyme, n'est-ce pas, de drame, alors que les milliers de kilomètres qu'il y avait entre nous n'étaient vécus dramatiquement ni par les enfants ni par moi-même. Ici, c'est la femme qui ont trouvé une solution à surmonter le problème du divorce. Je m'attachais à ce que leur père, ici, il y avait entre nous, on n'a été vécu dramatiquement ni par les enfants ni par moi-même. Je m'attachais à ce que leur père, malgré son absence, fasse partie de leur vie quotidienne. Que fait la mère? Elle leur parle tout le temps de leur père. Si ce n'était pas là, c'est que son métier l'appelait ailleurs. Chaque jour, je leur parlais de lui. Il était ainsi devenu le personnage le plus important de notre famille. C'est Marie Cardinal, les mots pour le dire, qui a parlé de sa situation du divorce, mais elle a toujours aidé ses enfants à surmonter ce problème en leur parlant de leur père malgré son absence. Il n'était pas présent physiquement parmi eux, mais toujours, elle leur dit qu'il n'était pas là car son métier l'appelle. Elle leur parlait toujours de leur père. Il est resté le personnage le plus important dans cette famille. Je ne sais pas comment font les gens. Moi, je trouve que la vie de couple, c'est infernal. C'est infernal, n'est-ce pas, quelque chose d'insupportable qu'on ne peut pas supporter. Bien sûr, il y a des problèmes, mais cette femme, dans notre texte qui se trouve à la page 67, a surmonté ce problème. Généralement parlant, en parlant du couple, il y a soit l'amour, bonheur et vie, et il y a encore le divorce. Mais parlons un peu d'amour avant de parler du divorce. Pour certains, l'amour, c'est bonheur et vie, comme on a vu pour Félicien et Angélique. Je cite, merci pour tout le bonheur que tu m'as donné depuis que tu es entré dans ma vie. Ça, c'est une citation qui signifie que l'amour est synonyme de bonheur. La femme redonne la vie. L'amour est synonyme, n'est-ce pas, de vie. Et réveille le prince charmant comme un conte. Nous allons voir ceci dans un texte de lecture. Généralement, c'est le prince qui a réveillé la princesse, mais dans notre poème qu'on va étudier bientôt, on voit que c'est la femme qui réveille le prince charmant. C'est le contraire, n'est-ce pas? On a inversé l'histoire, le conte. L'amour aussi est une source d'inspiration. C'est la compréhension du monde. L'amour doit être la seule source d'inspiration à la paix et à la créativité.
à la compassion, à l'amour du cœur et de l'esprit. Le plus important n'est pas ce que l'on donne aux autres, mais ce que l'on éveille et permet en eux. L'amour, bonheur, c'est une source d'inspiration. Biati wahi. N'est-ce pas, surtout pour les poètes et les écrivains. Quand ils tombent amoureux, alors ils peuvent créer, même les peintres qui dessinent des tableaux, qui rédigent des poèmes, les poètes, les romanciers, les écrivains qui écrivent des histoires, des contes, des romans. Grâce à l'amour, ils peuvent créer, car l'amour est une source d'inspiration. Ils peuvent comprendre le monde. L'amour, c'est la simplicité de connaissance, presque intuitive, comme on boit aux fontaines. Ça, cette citation, on va la voir dans un poème aussi tiré extrait de notre livre. L'amour fait découvrir la simplicité des choses humaines, on reconnaît le bonheur. L'amour, c'est simple. On tombe amoureux, on trouve que les choses sont simples et on reconnaît le bonheur. Pour l'écrivain aussi, pour certains, et pour l'écrivain aussi qu'on va étudier, la femme est salvatrice. Elle sauve. La femme, c'est la muse, elle inspire. C'est la muse, l'inspiratrice, initiatrice, elle enseigne. Citation, c'est ma femme qui m'a sauvé la vie. Donc ça, c'est l'amour positif. La femme sauve. Un vrai couple avance ensemble, rigole, avancer ensemble, rigoler, ça c'est le vrai couple. Se surprendre, s'aider, se disputer, se pardonner et s'aimer. Mais en cas de dispute, si on ne se pardonne pas, n'est-ce pas, ça devient grave. La confiance en soi et l'estime de soi sont l'antidote de la jalousie maladive. Donc parmi les causes qui peuvent toucher ou bien affecter le bonheur du couple, c'est le manque, n'est-ce pas, de confiance et ici la jalousie. Donc, on a vu l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui peut toucher la sérénité, le calme de la vie conjugale? La jalousie dans le couple peut causer, n'est-ce pas, le divorce. La comprendre et comment la gérer. Il faut comprendre, n'est-ce pas, cette jalousie. Il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie, n'importe quelle personne peut être jaloux, mais il y a une jalousie maladive, ce qui devient une obsession. La jalousie est une émotion au même titre que la joie, la tristesse et l'envie. Il est donc normal d'y être confronté. Généralement, ça c'est une émotion, un sentiment. On peut, n'est-ce pas, expérimenter, n'importe qui peut expérimenter la jalousie, cette émotion. Mais elle peut se manifester surtout en amour, mais aussi en amitié au travail. La jalousie au travail, c'est un thème important vis-à-vis des simples connaissances. Mais lorsque la jalousie devient obsessionnelle, on la qualifie de jalousie maladive. C'est qu'elle exprime mal-être profond, pathologique. C'est pathologique, maladive. L'esprit reste focalisé en permanence sur ce qui provoque la jalousie, mais il ne s'arrête pas à constater des réalités pour nourrir sa jalousie. Donc, on peut être jaloux, mais après, on laisse tomber, n'est-ce pas? On surmonte cette émotion. On l'éloigne même. Mais d'autres qui tissent et leur esprit reste focalisé en permanence, toujours, ils pensent continuellement à cette jalousie. Dans ce cas, on parle de jalousie maladive. Ils n'arrêtent pas à constater des réalités pour nourrir. Ils nourrissent leur jalousie. Ils s'emballent, supposent, anticipent, imaginent même. Ils imaginent des choses qui ne sont pas réelles et vraies, authentiques. Supputent et s'auto-alimentent. Tout peut alors devenir prétexte à une crise de jalousie. Jalousie, هي الغيرة. Un amour sans jalousie est un amour imparfait. Donc, ce sont des citations, mais la jalousie peut être maladive. Exemple de jalousie maladive. Un jaloux maladif est incapable d'accepter que sa femme sorte sans lui, par exemple. Il laisse sa femme chez elle, même il lui interdit de visiter ses parents. Ça, c'est une sorte de jalousie maladive. Dès qu'elle sort de son champ de vision, il sombrera dans l'angoisse et la paranoïa. Paranoïa, هو مثل الوهم, يعني trouble mental engendrant un délire, بيصير بيهلوس,
الهلوسة الهذيان c'est la paranoïa un délire et des réactions d'agressivité وما بس بيهلوس بصير عدواني donc il fait des réactions d'agressivité il montre des réactions agressives. Un jaloux maladif se comporte d'une façon irrationnelle. ما بيرد منطقي. Il se comporte donc d'une façon irrationnelle. Certains fouillent dans le téléphone de leur femme. Il prend le téléphone de sa femme et il commence à fouiller parmi les nombres ou bien ses contacts avec qui elle a parlé. Certains maris, époux, lisent leur email, leur message Facebook par exemple. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à suivre l'autre. À l'espionner, donc il l'espionne pour voir ce qu'elle fait quand elle est seule. La jalousie maladive, c'est vivre dans l'angoisse permanente d'être quitté par un autre. Ou bien, il a toujours l'idée obsessionnelle qu'elle va le quitter, que sa femme va quitter son mari, alors il vit dans l'angoisse, il devient anxieux, et c'est un véritable enfer, c'est un véritable enfer, non seulement pour celui qui est jaloux, mais aussi pour celle qui subit la jalousie, non seulement pour l'homme qui souffre de ses sentiments, mais il cause, n'est-ce pas, il crée un enfer même à la femme, car elle subit cette jalousie, elle devient victime de sa jalousie. La jalousie, il faut avoir confiance en l'autre. Donc, comme solution, j'ai parlé maintenant d'une cause qui peut toucher, n'est-ce pas, la sérénité de la vie du couple. La jalousie, comme solution, il faut avoir confiance en l'autre. Surtout à titre أنا سبب وعطيت نتيجة مع exemple وهلا بدي جيب je dois trouver une solution. Dans l'examen officiel, toujours dans l'examen officiel, je parle de la production écrite. On a le sujet 1, le premier sujet هو بيكون type argumentatif. بيقول لكم شو سبب المشاكل الزوجية. بنحكي على الطلاق، بدي أعطي exemple نتيجته شو اللي سببه الغيرة أو شيء وبدي أعطي solution حل. على طول بيعطينا بالproduction écrite 2 sujets au choix. Le premier sujet argumentatif, cause, conséquence, exemple avec solution. هيدا على طول بدنا نكتب هيك. Deuxième sujet هو au choix بيكون بيجينا type narratif. بيكون هيدا اللي هو عنده شيء من نفسه بده عامل كتير قراءات واطلاعات بده يكتب شيء ناراتيف بده يخبرنا قصة بيكتبها. بس عم لكم على طول sujet 1 sujet 2. الأول بيكون argumentatif والثاني narratif explicatif أو informatif. Donc la jalousie, il faut avoir confiance en l'autre. Jalousie chez les conjoints le couple, femme, mari. Aristote, je cite Aristote, Socrate شو قال l'amour et la joie. Mais la jalousie peut conduire une personne à posséder, à contrôler l'autre. Donc il veut contrôler l'autre grâce à la jalousie de Saïter. Un manque de confiance en soi. Cependant, la jalousie est causée par un manque de confiance. Qu'est-ce qui cause la jalousie? C'est le manque de confiance en soi. Nous avons constamment peur que l'autre nous abandonne, nous laisse, parce que nous n'avons pas l'impression de mériter leur amour. J'ai épousé, je cite ici, exemple, j'ai épousé un acteur célèbre. في مرات زوجت ممثل مشهور. Je ne peux pas croire qu'il m'ait choisi. هي ما مصدقة إنه اختارها. Donc elle ne peut pas croire qu'il m'ait choisi alors qu'il était accompagné des belles filles. Elle est jalouse des autres. Et actrice, ممثلات. J'étais tellement jalouse. Ce qui a finalement conduit à la destruction de notre relation. Mais en réalité, il a laissé toutes ses belles et toutes les autres actrices et il a épousé sa femme. Mais elle, à cause de son manque de confiance, elle a finalement détruit, n'est-ce pas, leur relation, leur mariage. Il y a aussi ce qui peut toucher la vie du couple, c'est l'adultère, l'adultère. Il faut être fidèle et sincère. Vous voyez l'image? Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps. Si vraiment les deux s'aiment, ils peuvent défier بيتحدوا العالم كله ما بيعودوا بيخونوا بعض. Mais il faut être vraiment heureux et amoureux. La relation d'adultère laisse un sentiment d'humiliation.
Même ceux qui, n'est-ce pas, ont dans une relation adultère, ça laisse un sentiment d'humiliation. Ils se sentent inférieurs. L'infidélité est perçue comme un manque de respect au partenaire et à la famille. L'adultère mène au divorce. C'est naturel. Dans une relation, l'honnêteté, sharaf et la confiance doivent exister. On doit être honnête et on doit avoir confiance en soi-même. Si elle n'existe pas, la relation n'existe pas. Il n'y a pas de pardon pour l'adultère. Il ne peut qu'aboutir à un divorce. Je cite ici Jean Dutour. L'amour est synonyme de confiance, d'honnêteté et de sincérité. Dans un couple, la confiance mutuelle est une chose merveilleuse, surtout si elle est réciproque. Alors, je pense que c'est l'heure, on doit arrêter. J'ai fait une introduction pour le thème 3 et j'ai déjà préparé nos leçons qu'on va expliquer. Donc, comme devoir, je donne comme devoir le schéma narratif pour demain à recopier et j'ai donné une compréhension orale à faire. On a aussi les personnages. Donc, je peux laisser la compréhension de l'oral pour mardi prochain. Celles qui veulent le faire aujourd'hui, je vous donne la chance. Mais étudiez aujourd'hui le schéma narratif de Zola. Laissez la compréhension orale, notez le devoir noté pour mardi prochain. Je vous passe l'agenda. Donc, à bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement.